Une petite introduction sur le titre lui-même, Maison ancienne des patrimoines du quotidien. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que au CAUE, Delphine en a parlé, on travaille sur le cadre de vie en général. Le patrimoine est une des composantes de ce cadre de vie, de sa qualité et de son identité. Quand on travaille, comme moi je travaille sur le patrimoine d'une commune, j'ai pris l'habitude de catégoriser le patrimoine en quatre grandes catégories, qui sont les catégories qui permettent de travailler en identifiant différents enjeux. Je catégorise par exemple le patrimoine exceptionnel. Là, ce sont des bâtiments, châteaux, abbayes, grands monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques protégés. Ces bâtiments-là, en général, sont bien connus, sont l'objet de soins par des architectes des bâtiments de France, des conservateurs du patrimoine, des entreprises qualifiées. Il y a des financements publics, il y a des contrôles. Bon. En dehors des soucis financiers dont parle Stéphane Bern en ce moment, et il a raison, c'est un patrimoine qui est relativement bien pris en compte. Très bien, même, en France. Je dirais un petit peu en dessous, je catégorise les patrimoines remarquables, qui sont là, les bâtiments publics, par exemple, les églises paroissiales, les mairies, les anciennes écoles, etc., sont en général des bâtiments qui appartiennent à des communes ou à des conseils généraux, etc. Bon. Là aussi, il y a des financements publics, là aussi, souvent, il y a des architectes. Donc, il y a une prise en compte relativement bonne aussi de ces patrimoines, sauf exception. Il y a tout en bas de l'échelle, je dirais, c'est pas une valeur hiérarchie, pas une valeur, mais c'est une hiérarchie de valeur, mais c'est une hiérarchie de dimension, de taille, ce qu'on appelle le patrimoine de pays. Donc les moulins, les lavoirs, les fours à pain, les croix de chemin, etc. Petit patrimoine qui en général a perdu complètement son usage, donc on pourrait penser qu'il disparaît. Et finalement non, parce que très souvent il y a soit des communes qui en prennent soin, soit des associations locales ou associations thématiques sur les moulins par exemple. Il y a aussi des groupes d'habitants, un village, des habitants se regroupent pour restaurer le four à pain et puis faire une fête de la pizza en été. Donc c'est un patrimoine qui, bien qu'inutile aujourd'hui, finalement survit. Pas dans son intégralité, mais survit. Et puis il y a, alors, 80, 90, 95% du patrimoine qui est ce que j'appelle les patrimoines communs, ou qu'on pourrait appeler, comme ici, les patrimoines du quotidien, c'est-à-dire essentiellement des maisons d'habitation, maisons individuelles. Et là, d'un seul coup, on se rend compte qu'on n'a plus d'architectes, on n'a plus de financement public, on n'a plus de contrôle, on a des entreprises pas toujours performantes parce que simplement parfois c'est des marchands de bardage ou des marchands de fenêtres en PVC qui passent avec leurs camionnettes ou qui vendent de la peinture plastique. Et là, alors que ce patrimoine-là représente l'essentiel du cadre de vie des habitants d'une commune, et c'est le patrimoine dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'effectivement, à part s'il y a ici des châtelains, en règle générale, on vit dans des maisons anciennes ou récentes, mais c'est ce patrimoine-là qu'on vit le plus au quotidien. Et celui-là est en train de, non pas disparaître, mais de subir les assauts d'une banalisation généralisée ou d'un mauvais entretien généralisé. Et c'est finalement le patrimoine peut-être le plus en danger et paradoxalement le plus méconnu. Les maisons anciennes rurales ou de bourg ont été étudiées dans les années 30. Il y a un livre que vous pourrez voir là qui fait encore aujourd'hui autorité, bien qu'il date d'avant la guerre, qui est le livre de Doyon et Hubrecht sur toutes les maisons rurales, bourgeoises en France, etc. C'est un livre merveilleux. Il n'y a pas eu d'équivalent tellement depuis. Dans les années 70, on a étudié le patrimoine qu'on appelait alors vernaculaire, c'est-à-dire le patrimoine populaire, des maisons, etc. On a créé des parcs naturels régionaux, on a commencé à créer des secteurs sauvegardés ou des zones protégées qui ont permis de protéger une partie de ce patrimoine. On a fait des éditions de livres, etc. Il y a eu des livres sur la ferme de telle région ou la maison de telle région. On l'a très peu fait en Loire-Atlantique. Vous ne trouverez pas un livre sur le patrimoine rural de Loire-Atlantique, vous ne trouverez pas un livre sur les patrimoines communs de Loire-Atlantique.
Le service de l'inventaire a continué, lui, dans son coin, à travailler, mais de manière scientifique, sur ce patrimoine-là. Mais vous voyez, c'est un patrimoine qui est mal connu, mal entretenu, mal financé. Et en plus, c'est le patrimoine qui change d'usage, parce que l'usage d'une maison au XVIIIe siècle n'est pas le même que celui d'une maison au XIXe siècle, et encore moins celui d'une maison aujourd'hui. Donc quand on rachète une maison ancienne, très souvent, on a besoin de changer les espaces, changer les ouvertures, faire rentrer peut-être une voiture dans la maison, etc., changer les modes de chauffage. Donc finalement, c'est un patrimoine en mutation permanente. Voilà, d'où l'idée de commencer ce cycle sur la maison ancienne en essayant de dresser, alors c'est pas un séminaire, hein, on pourrait y passer 15 jours, mais en essayant de faire en un peu plus d'une heure une espèce de tableau général de toutes les maisons anciennes de Loire-Atlantique, et vous allez voir que c'est un département très riche, très complexe, avec des patrimoines extrêmement variés. Alors, j'ai sous-titré une approche géographique et typologique des formes de l'habitat ancien. Parce que c'est une manière de rentrer dans ce patrimoine-là. J'aurais pu dire une étude à partir des usages, ou une étude à partir des matériaux de construction, ou une étude par commune. Enfin, il y a plein de manières d'entrer dans ce patrimoine-là. Là, je suis rentré par la géographie. Alors, en 3-4 images, la géographie de la Loire-Atlantique, vous la connaissez, les espaces essentiellement ruraux et naturels du département, et les espaces urbanisés. Une autre manière de montrer la variété, c'est les paysages de Loire-Atlantique. Ça, c'est une image extraite de la petite expo qui accompagne la photographie satellite qui est derrière vous, qui représente le département de Loire-Atlantique. Là, on voit qu'on a des paysages très différents entre le vignoble, le bocage, les marais, etc. D'où des architectures très différentes. Une autre manière de découper le département, c'est de le découper de manière à la fois culturelle et politique. C'est des identités locales qui existent parfois, parfois non, mais qui sont ressenties en tout cas. Et puis une autre manière, là c'est un petit schéma que j'ai fait maladroitement, mais pour donner un ordre d'idée, là où la géographie rencontre l'histoire, enfin la géographie par la géologie rencontre l'histoire et la culture, comment les matériaux sont promenés dans l'histoire dans un département. Vous voyez que le tuffeau et l'ardoise sont arrivés d'Anjou par la Loire et ont suivi les rivières. Ça a remonté l'Erdre, ça a descendu la Chenot et puis ça a été jusqu'à Saint-Nazaire. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de tuffeaux tout le long des rivières. La tuile, globalement, elle est plutôt venue du sud, des Mauges, de Vendée, même s'il y avait de la fabrication de tuiles à Valette ou un peu partout. Le schiste autour de Nozay, ce qu'on appelle la pierre bleue en Loire-Atlantique, qui est un schiste, qui n'est pas l'ardoise, mais qui est un autre schiste, qui a essaimé dans tout le nord du département. Et puis le granit, le sillon de Bretagne, qui vient de Bretagne, comme son nom l'indique, qui traverse le Morbihan, qui traverse une partie du département, qui arrive au niveau de Chantenay. Là, on voit les gros blocs de granit au-dessus de la Loire, c'est le sillon de Bretagne en granit, et puis qui continue au sud. À Clisson, on a du granit aussi. Donc cet aspect géologique et cet aspect historique-culturel ont modifié les formes de l'architecture, ont modifié les modes constructifs, donc les formes de l'architecture. Alors qu'est-ce que c'est que des typologies de maisons ? C'est une manière de classer les maisons comme dans un jeu des 7 familles, sauf que vous allez voir que c'est une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, beaucoup d'oncles et tantes et de grands-parents. Donc, on prend en compte, quand on dit typologie, les architectes disent à quelle typologie appartient ce bâtiment. On prend en compte plusieurs aspects. Premièrement, les usages. Évidemment, les usages d'une ferme vont donner des bâtiments spécifiques à l'architecture agricole, rurale. Une maison de villégiature, ce n'est pas la même chose qu'une propriété viticole. Enfin, ça, on le comprend bien. Les implantations, comment se regroupent les bâtiments? Est-ce qu'on a affaire à un village-rue? Est-ce qu'on a affaire à une ferme regroupée autour d'une cour? Tous les types d'implantation des bâtiments influent sur les formes architecturales, un commun de village avec les maisons autour, etc. Donc participent à la définition des typologies. Les modes constructifs, alors là c'est simple, si je vous parle de maison à pans de bois ou de chaumière, vous comprenez bien que la façon de construire influe sur la forme des bâtiments et donne des familles de bâtiments. Et puis enfin, les époques et les styles.
Alors ça, c'est plus mouvant. C'est un peu comme ça, en général, quand on regarde des maisons, on regarde la façade et on dit c'est une maison de telle époque, de tel style. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que parfois, on a des façades identiques qui recouvrent des choses très, très différentes. Donc, maintenant que j'ai terminé ma petite introduction, je vous donne le sommaire que j'ai construit, qui est un sommaire possible, mais il aurait pu en avoir beaucoup d'autres, tellement le domaine est complexe. Une approche géographique, Nord-Loire, Sud-Loire, et puis Nantes-Saint-Nazaire. Une approche typologique, quand je parle, une approche sur les usages, quand je parle des maisons de pêcheurs ou des maisons de villégiature. Une approche constructive, quand je parle de la terre cuite ou de la pierre bleue. Vous voyez que toutes ces dimensions se recoupent. Et puis une approche par époque, quand je termine par quelques maisons du XXe siècle. Donc le Nord-Loire, alors, traditionnellement on dit Nord-Loire, Ardoise, Sud-Loire, Tuile. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que globalement le Nord-Loire les maisons sont plus couvertes en ardoise et Sud-Loire plus en tuile. C'est pas vrai forcément dans l'architecture ancienne, où il y avait une hiérarchie entre l'ardoise et la tuile. L'ardoise a toujours été considérée comme un matériau de plus grande qualité, plus cher, plus soigné que la tuile. Et donc, dans les propriétés anciennes ou même dans les fermes anciennes, vous verrez le bâtiment principal, le logis, couvert en ardoise et les annexes avec des toitures basses en tuile. Ça, c'est très courant dans des châteaux ou dans des fermes, on en verra quelques exemples. Donc, ce n'est pas si simple que ardoise, tuile. D'autant que quand on remonte très loin, on se rend compte que même en Bretagne, par exemple, on utilisait beaucoup la tuile plate. Il n'y a pas toujours eu uniquement de l'ardoise en Bretagne. Pardon. Alors, des architectures rurales du Nord-Loire, une approche un tout petit peu chronologique, c'est-à-dire qu'une petite métairie en haut très ancienne, du XVe siècle apparemment, une pièce en bas, une chambre haute, et puis quelques bâtiments annexes. À droite, une toute petite métairie, une seule pièce en bas, un grenier. Il n'y a pas de fenêtre, donc c'est un grenier pour stocker. Et puis des encore plus petites annexes. En bas, une maison du XVIIe siècle, un petit peu remaniée. Alors là, tout de suite, on rentre, et puis à droite, une maison de propriétaire du XVIIIe siècle. On rentre dans les types constructifs, vous voyez qu'on est sur les architectures en moellon. Alors ça, pratiquement 99% de l'architecture en Loire-Atlantique est bâtie comme ça, en moellon de pierre, avec soit un parement en moellon plus soigné, soit un parement en tuffeau, soit des encadrements en tuffeau ou en briques ou en granit. C'est la base de la construction en Loire-Atlantique. Tout le reste sont des dérivés de ça. Et vous verrez que c'est la même chose pour les immeubles nantais ou les plus belles villas de la Baule. On reste dans cette logique-là d'avoir un mur intérieur en moellon de pierre, non taillé, non équarri, parfois même en tout venant, c'est-à-dire qu'on mettait dans le milieu du mur des morceaux de taille de pierre, des briques, de la terre, de la bouse de vache, etc. et un parement plus solide de chaque côté. Ça, c'est le principe de construction de l'architecture ancienne. Donc, vous voyez, tuffeau, matériaux chers, on en met très peu. Là, la longère du Nord-Loire, qui est dite un type qui n'est pas un type architectural qui est tombé du ciel, c'est le résultat de l'histoire de l'agriculture. C'est-à-dire qu'une longère comme celle-là, on voit que la première maison était là, au XVIIIe siècle, une pièce à vivre, un grenier. À un moment donné, on a agrandi, parce que l'exploitation s'est agrandie, on a eu besoin de stockage, peut-être d'une étable en bas ou d'une pièce pour un âne ou un cheval, stockage de grains et de foin. La famille s'est agrandie, on a construit un deuxième logement, mais c'est plus tard, puisqu'on voit qu'on est passé en briques, donc on est après 1850. Et puis, à cette partie-là, on a rajouté aussi une partie d'annexe agricole. Donc ces constructions-là, dites en longère, par adjonction en pignon, sont la base de la longère qu'on va construire après directement. Là, vous voyez, c'est une longère des années 1900. Elle est construite d'un seul tenant, d'un seul bloc, mais elle garde le même principe
de une ou deux ou parfois trois habitations, et puis de chaque côté des annexes rurales. Petite incise sur la pierre bleue, qui est donc ce schiste qui était extrait à Nozay. C'est un matériau très très solide qui a permis de faire des architectures quasiment 100% en schiste, avec les linteaux, les parements extérieurs, le tout venant à l'intérieur. Il n'y a guère que la cheminée qui soit en briques. Il y a même, alors ça c'est unique, pratiquement unique en France, en Loire-Atlantique, des murs construits en palis de schiste, hein, sur des petits bâtiments ruraux. Mais il y a certains bâtiments, on arrive à des palis de schiste de 3-4 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Un système de plaques, avant les plaques de béton, mais là c'est en plaques de schiste. C'est un matériau très dur à tailler, ce qui donne des bâtiments avec peu de décor, même quand on est sur des architectures de grande qualité. Mais on arrive quand même un petit peu à sculpter ce matériau. Donc là, pour des maisons de bourg. Et puis là, quand on arrive dans de l'architecture vraiment bourgeoise, au sens architecture de ville, vous voyez qu'on arrive à tout faire en pierre bleue. L'immeuble en bas à droite, le mur est en schiste, les appuis de fenêtres sont en schiste, les linteaux de fenêtres sont en schiste, l'arc de décharge est en schiste. Au-dessus, une maison du 15e siècle, la base est en schiste, le dessus à colombage. Et puis à gauche, un immeuble prestigieux, un petit peu comme on pourrait trouver dans le centre-ville de Nantes. Eh bien, tous les encadrements sont en schiste, sauf le dernier niveau où on a mis du tuffeau. Alors ça, on le verra tout à l'heure aussi. Le tuffeau, le schiste, le granit, les pierres dures, on les met plutôt en bas parce que l'architecture pèse sur ces matériaux-là. Et les matériaux plus légers, plus tendres, on les met plutôt en haut. Ça, on trouve ça dans les églises ou dans les façades d'immeubles nantais. J'en profite juste pour dire que là, ces bâtiments ont été restaurés. On pourrait dire bien, mais avec ce qu'on appelle un enduit à pierre vue. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les murs autrefois étaient construits en tout venant avec 2 parements, j'aurais dû ajouter que de chaque côté, il y avait des enduits. Des enduits à la chaux et au sable, à la terre, à la bouse de vache, qui protégeaient les murs. Et parfois en plus un badigeon de chaux blanche. Tout ça pour permettre au mur de respirer tout en le protégeant des intempéries. La pierre apparente, ça n'existe pas dans les architectures anciennes. Ça a été créé dans les années 70, c'est tout récent. Alors, à l'époque où beaucoup de gens ont racheté des fermettes et ont enlevé tous les enduits en insultant les paysans qui avaient tout enduit et tout peint, alors que c'est tellement joli de voir la pierre et de voir les poutres. Ben non, autrefois les maisons étaient enduites à l'extérieur, enduites à l'intérieur et chaulées en blanc à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on a cette habitude de faire des enduits qu'on appelle les enduits à pierre vue, qui sont une façon d'être entre l'enduit complètement couvrant et la pierre apparente. C'est-à-dire qu'on fait un enduit, puis au dernier moment, on le brosse. Ça donne l'aspect d'un enduit usé. Alors des maisons de bourg, autre typologie liée à l'implantation et à l'usage. Évidemment, on n'est pas du tout dans l'architecture rurale. Là, on n'a plus d'annexe, on a vraiment le logis avec un étage ou deux, enfin un niveau ou deux ou trois. Une maison très ancienne à Saint-André-des-Eaux à gauche, une maison du 15e et 16e siècle à Oudon, le tuffeau, Oudon près de la Loire, le tuffeau est pas cher, enfin il arrive facilement. Là, une autre maison d'Oudon avec une échoppe en bas, une maison du 16e siècle. Et puis à droite, des maisons de bourg à Orvaux, des maisons du 17e siècle. Orvaux, alors c'était des maisons assez riches, avec encadrement en granit, en pierre dure et en tuffeau pour les lucarnes. Donc là, la maison à droite, c'est la maison d'un riche propriétaire à Oudon au XVIe siècle, c'est une maison riche. En bas à droite aussi, mais plus petite, parce qu'Orvaux était un petit bourg fortifié, resserré sur un rocher. Donc là aussi, l'implantation, etc., modifie la forme des maisons. Des maisons de bourg du XIXe siècle, alors ça, c'est très très fréquent en Loire-Atlantique, soit de différentes dimensions, de différents décors. Alors vous voyez que suivant le lieu, on va être avec du granit, de la brique, en mélange de tuffeau et de granit, parfois en mélange tuffeau, granit et brique. Donc ça forme vraiment, le patrimoine au quotidien de l'essentiel des bourgs de Loire-Atlantique, quand ça n'a pas été cimenté.
Et ces encadrements-là, ces petits décors-là, ces lucarnes, c'est tout ce qui fait la qualité d'un patrimoine et la qualité d'un site, d'un bourg, d'une rue. C'est là où un enduit au ciment, vous banalisez tout un bourg. C'est un des principaux écueils à la restauration des maisons. Je vais vite à l'échelle d'une commune pour vous montrer. Alors j'ai pris une commune Saint-Étienne-de-Montluc, qui est une commune particulièrement riche au plan patrimonial, pour vous montrer qu'à l'échelle d'une commune, on a des patrimoines extrêmement différents. On a une grosse maison de propriétaire avec toutes ses habitations et annexes. Là, c'est un hameau qui est assez miraculeux. On dirait que tout le monde est parti à la fin du XVIIIe siècle et que personne n'a touché à rien depuis. C'est un endroit magnifique, avec ces petites maisons rurales. Alors ça, c'est la trilogie de la maison rurale. Une pièce, une chambre, ou une pièce et un grenier. On a quoi? Une porte, une fenêtre et une baie ou une lucarne. Ce groupe de trois-là, c'est la base de la composition des maisons anciennes, rurales. Si on avait agrandi, on aurait rajouté à côté une porte, une fenêtre et une lucarne. Et puis à un moment donné, on fera la porte au milieu, on mettra une fenêtre des deux côtés, ça veut dire qu'on aura deux pièces à l'intérieur. Mais c'est une forme archétypale. Là, on est toujours à Saint-Étienne. J'ai pas sauté. Toujours à Saint-Étienne-de-Montluc. Vous voyez, d'autres formes architecturales. Quand on a du granit, on a un linteau à trois pierres, comme en Bretagne. On peut, avec du tuffeau, faire des débuts de décor. On a des longères, la longère basse. Vous voyez, toiture ardoise, toiture tuile pour l'annexe, dans le même bâtiment. Et puis là, une grande maison du XVIe siècle sur cour, avec ses communs. Ça ne se voit pas qu'elle est du XVIe siècle, mais quand on regarde de près, on voit la trace des meneaux dans les fenêtres. Une autre maison, Saint-Étienne-de-Montluc, grosse maison, encadrement briques. On est après 1850. C'est même deux maisons. Alors très souvent, ça aussi, il faut faire attention. Une maison pouvait être deux ou trois logements différents. Là, en fait, c'est deux maisons accolées avec chacune son annexe, mais l'aspect général est une maison. Donc ça, ce ne sont pas des architectures vernaculaires au sens inventé par les gens du lieu. Ce sont des architectures qui ont été dessinées et qui étaient, à partir des années 1850, on a fait des catalogues d'architecture avec des gravures. Et on a disséminé dans toute la France des catalogues d'architecture rurale, avec une ferme pour 20 vaches, une ferme pour 10 vaches, une habitation pour 4 personnes, une habitation pour 10 personnes, donc, etc. Et on retrouve donc ces modèles dans toute la France, parce que les maçons du cru, ou des architectes, mais c'était surtout des entreprises, ont acheté ces gravures et ont répété ces motifs dans toute la France. Donc ce sont des maisons qui sont finalement... alors, il y a des régions où on ne va pas en trouver. Évidemment, vous allez dans le Saumurois, tout est en tuffeau, vous n'avez pas de maison à encadrement de briques. Mais ici, en Loire-Atlantique, où il y a toutes les formes, vous avez beaucoup de maisons en briques. Toujours Saint-Étienne-de-Montluc. Vous voyez, petit manoir... alors, oui, petit manoir du XVe siècle. Vous voyez, encore une fois, le logis principal en ardoise, les annexes, toiture, tuiles. À droite, une belle maison de propriétaire de la fin du XVIIIe siècle. En bas, une maison, c'est une grande maison, c'est un château, mais je voulais montrer qu'il y avait ce type de patrimoine dans une commune. Il y en avait plusieurs à Saint-Étienne-de-Montluc, il y a des très beaux châteaux. Donc, grand château sur la base 16e avec la chapelle, les pavillons, les douves, et puis une maison reconstruite en 1728 au centre, très bel endroit, qui est à vendre en ce moment si vous avez envie d'une maison à Saint-Étienne-de-Montluc. Et puis à droite, j'irai une villégiature, une villa de campagne qui prend la forme d'un petit château néogothique, avec son grand parc arboré. Vous voyez qu'à l'échelle d'une seule commune, on a tous les types de patrimoine, tous les types. Et encore, dans le centre-bourg, vous avez même des maisons de ville. C'est une photo, elle pourrait être prise à Nantes ou elle pourrait être prise dans n'importe quelle grande ville. Et en fait, c'est le bourg de Saint-Étienne-de-Montluc. Ce que je n'ai pas montré, c'est le patrimoine de pays, mais il existe aussi, évidemment, à Saint-Étienne-de-Montluc. Oui ? La diapo d'avant, oui. Je me suis souvent posé la question, c'est des parements qu'ils ont mis les pierres agencées, là. C'est pas des pierres maçonnées, ça, j'imagine, dans la construction. C'est des parements, parce que ça, c'est l'exemple qui contredit ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les maisons étaient toujours enduites, sauf à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a créé des murs qu'on appelle en opus incertum,
en travail irrégulier, où on a volontairement laissé les pierres en parement irrégulier apparent. On le voit souvent en soubassement, et puis le haut est enduit. Là, non, c'était une volonté vraiment d'avoir la pierre apparente et de faire un décor pierre, brique, calcaire. Mais c'est un parement. Effectivement, à l'intérieur, c'est du moellon et du tout venant aussi. L'influence bretonne, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne ou pas, mais indéniablement, dans l'architecture, il y a une influence bretonne. Ça, c'est clair. C'est clair quand on se promène à Guérande, ou à côté de Guérande, ou dans les marais salants, comment ça s'appelle, Kervalette, maison de paludier. Bon, c'est un type de maison qu'on pourrait trouver dans le Finistère. La maison de ville à Guérande, c'est pareil, on pourrait la trouver à Morlaix. Et puis, un très joli château de Carex, près de Guérande. Vraiment, l'architecture bretonne, à la fois parce qu'elle est en granit, et à la fois parce que le granit a induit des façons de construire. Je vous parlais des portes à 3 pierres tout à l'heure. Il y a pratiquement qu'avec le granit qu'on peut faire des linteaux avec seulement 2 pierres ou 3 pierres. Et puis ça induit par contre peu de décor, parce que tailler le granit c'est extrêmement difficile, donc on a des maisons très simples. Bon, le Croisic, maison des 17e, 18e siècles, là aussi, granit, là aussi, influence bretonne très forte, sauf quand on peut faire des lucarnes en pierre calcaire et que là on les sculpte, parce que la pierre calcaire arrive. Alors il n'y a pas que le tuffeau en pierre calcaire en Loire-Atlantique, il y a le tuffeau qui est venu par la Loire, il y a aussi des pierres de Charente qui sont venues par la mer, des pierres dures, même des pierres qui viennent juste depuis Bordeaux, et puis d'autres pierres de Touraine que le tuffeau, le cireuil, etc., des pierres plus dures. On trouve toutes ces pierres mélangées dans l'architecture, y compris à Nantes. Voilà, là c'est le Croisic aussi. Mais vous voyez, les architectures bretonnes, je ne m'étends pas dessus, mais vous voyez que l'influence là, stylistique et technique et esthétique est évidente. Une villa de la fin du 19e siècle, là aussi, granit. Donc, c'est pas une ferme bretonne, mais il y a une influence de l'esthétique bretonne dans cette villa. Et puis là, une maison aussi bretonne, elle est à Saint-Herblain. Ben oui, Saint-Herblain, c'est sur le sillon de Bretagne, on est sur du granit. Ces 4 maisons-là sont à Saint-Herblain. On n'a pas l'impression. On pourrait être dans le Morbihan, dans le Finistère. Alors vous voyez, les linteaux à 3 pierres, il y en a un beau en bas, des architectures assez basses, sans décor, très simples. Un petit peu de tuffeau qui arrive. Là, on est au XVe siècle, on apportait un tuffeau, mais on n'en avait pas beaucoup. On a fait une fenêtre avec seulement. Le reste est en granit. Alors, les chaumières de Brière, ça c'est, je dirais, le patrimoine le plus identifié en Loire-Atlantique. Ah, la chaumière de Brière, tout le monde a été visité, Kérinette, Fédrin, etc. On connaît la chaumière. Je voulais juste vous montrer quelques images. Ça, c'était en Bourgogne. En 1978, on a reconstitué un village néolithique et jusqu'à la période gauloise. C'est des reconstitutions, mais faites par des archéologues, donc fiables. Vous voyez qu'on a des architectures en terre, avec des structures bois non équarries et des toitures en chaume. Et si je vais aujourd'hui à Saint-André-des-Eaux, je vois ça. Architecture en terre, toit de chaume, charpente non équarrie. Vous voyez qu'on est dans la filiation directe d'architectures qui sont faites il y a 6000 ans, 5000 ans, 4000 ans, 3000 ans. Mais directes. Y compris dans des chaumières qui sont une fois enduites, on a l'impression qu'elles sont en maçonnerie de pierre, et quand on enlève l'enduit, on s'aperçoit que des pans entiers de murs sont en fait en terre crue. Donc ben voilà, ça c'est les images archétypales des chaumières telles qu'on les voit aujourd'hui, restaurées en pierre apparente alors qu'elles étaient enduites et chaulées en blanc. C'est le seul bémol à ces restaurations-là. Vous voyez, là, celle-ci a été chaulée en blanc, mais quand on regarde les photos anciennes, on voit que les murs, à part pour quelques annexes, les murs étaient bien lisses et blancs. Et puis, une petite image qui montre que les chaumières, ça n'est pas l'apanage de la Brière. La maison qui est en haut à droite est à Carquefou. Mais Carquefou, c'est près des marais de l'Erdre. Il y avait aussi des roseaux, donc aussi du chaume. Et cette maison n'a plus un toit en chaume, mais on voit bien à sa structure qu'elle en avait un, et elle s'appelle la Chaumière d'ailleurs. Le lieu dit s'appelle la Chaumière.
Et puis d'autres chaumières à Pornichet, en Normandie et dans le Jura. Vous voyez qu'il y avait des chaumières, il y en avait un peu partout. Hein. Dans les tableaux impressionnistes en Normandie, on voit beaucoup de chaumières dans les villages. Le Sud-Loire, je brosse à grands traits, hein. Je suis désolé, je suis allé vite, mais bon. Le Sud-Loire, qu'est-ce qui différencie par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? D'une part, les toitures plus basses en tuiles. Par contre, le même principe de construction en longère, par adjonction successive, ou par construction d'un seul tenant. Là, on est par adjonction successive. Là, on construit d'un seul coup la maison avec ses hangars et son séchoir. Mais c'est une longère. Et puis des bâtiments spéciaux qu'on retrouve que dans le vignoble en Loire-Atlantique, ces grands séchoirs à piliers qui sont très très beaux. On les trouve jusqu'au bord de la Loire. Mais tout le vignoble en est plein. Ce sont des très très belles formes architecturales. Les architectures du vignoble, il n'en reste pratiquement pas en Loire-Atlantique, mais c'est vraiment la maison de vigneron, ça. C'est-à-dire l'habitat à l'étage, ce qui ne se faisait jamais normalement, et le chai au rez-de-chaussée. Il en reste malheureusement très peu en Loire-Atlantique. Et puis la maison du propriétaire, au contraire, qui rachète un manoir ancien, garde la tour pour dire j'ai un château, et reconstruit autour une grande maison, puis des grands communs dans les années 1830. Propriété viticole. Autre propriété viticole bâtie dans les années 1830. On parlera tout à l'heure de l'architecture clissonnaise, mais c'en est issu, avec ses références italiennes. Et puis propriété viticole de la fin du XIXe siècle. Là, c'est la grosse villa qui se pose dans le vignoble avec les chais tout autour. Alors, grand château, la spécificité, les deux grands châteaux du vignoble nantais, Noé Belair et puis le Clairet, oui. Donc là, particularité, grandes architectures, influence italienne, grande qualité. Là, on est dans le patrimoine remarquable, dont je vous disais tout à l'heure, classé monument historique, bien sûr, avec une particularité, c'est ses communs, directement inspirés de l'architecture toscane. Donc vous voyez là aussi, il ne faut pas avoir peur de dire que quand on parle de l'identité d'un patrimoine local, il peut avoir des influences bretonnes et il peut avoir des influences directement issues de la Toscane, par là aussi des gravures d'architectes qui sont venus donner des modèles aux constructeurs avec des ensembles, avec des baies en plein cintre et des colonnades. Et puis un habitat beaucoup plus simple, mais qui est lié au vignoble aussi, qui est lié à la nécessité d'avoir beaucoup de main-d'œuvre dans le vignoble, donc un certain nombre de maisonnées, soit en longère, soit en grosse maison comme ça. On a l'impression que c'est une grosse maison bourgeoise ou une grosse maison de propriétaire, alors qu'en fait ce sont des logements différents pour mettre 20 personnes, quoi. C'est fait pour le personnel du vignoble. Alors des villages, vous voyez, où la tuile et la brique est très très présente, en encadrement, en génoise, en toiture, en souche de cheminée. Là, on est dans les années 1880-1900. Vous voyez l'enduit Cholet blanc, là on est resté dans la tradition de l'aspect qu'avaient la plupart des bourgs de Loire-Atlantique. Là, un bardage en PVC pour vous montrer ce qui se passe actuellement partout, ce qui nous menace. L'architecture clissonnaise, c'est un cas particulier, évidemment, que vous connaissez peut-être. Clisson, haut lieu médiéval, avec un château. Les événements post-révolutionnaires font des grosses ruines à Clisson. Deux frères rachètent le château, font construire une villa, réécrivent carrément le paysage de Clisson, soit par la création du parc, soit par la création de petits temples en face de leur villa, soit par la façon de transformer les clochers de manière à ce qu'ils paraissent italiens de loin. Eux, ils ont fait le voyage à Rome, ils veulent reconstituer un morceau d'Italie à Clisson, et ils le font, et effectivement, ils plantent des pins parasols, etc. Enfin, ils modifient le paysage de Clisson, et Clisson devient une sorte de palimpseste dans lequel on a des éléments gothiques, comme le château ou certaines parties d'église, des éléments d'avant la Révolution avec des maisons à encadrement en granit, et puis cette influence italienne avec beaucoup de briques qui vient se surajouter. Et tout ça se lie en même temps.
Donc la villa qu'ils ont fait construire, les folies dans leur parc, le petit temple qu'ils font construire en face pour que ce soit plus joli dans la perspective. La ferme, la maison du jardinier, je veux dire, qui est là typiquement une ferme de Toscane, hein, reproduite quasiment à l'identique. Donc vous voyez que cette architecture-là, elle reprend les codes constructifs de la Loire-Atlantique, hein, murs en moellon, briques, tuiles, mais son dessin est italien. Cette fenêtre-là, qu'on appelle une serlienne, parce qu'elle a été inventée par un architecte italien qui s'appelait Serlio, c'est directement une influence italienne. Et ça va se disséminer, c'est-à-dire que ça va donner envie à plein de gens, en dehors de Clisson, de construire de cette manière. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui cette architecture clissonnaise ou à l'italienne. Vous voyez une maison de Clisson, mais en fait, c'est une maison du XVIIIe siècle, on le voit aux encadrements de cet étage-là, mais elle a été réécrite dans les années 1830, 1840, je ne sais pas, à la manière italienne, avec des arcs en briques et avec cette petite, je ne sais pas comment appeler ça, lucarne, oui, en briques et pierre. Cette architecture, elle va notamment, comme elle est très rationnelle, hein, que quand vous avez fait une arcade, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous pouvez en mettre 12, finalement c'est très pratique, ça ne coûte pas très cher, la brique coûte moins cher que la pierre à l'époque, et on peut faire des grands bâtiments avec des façades très régulières, très léchées, presque industrialisées, je dirais. Et donc, tous les industries locales, moulins, séchoirs, etc., ou industries liées à la Sèvre, qui se développent au XIXe siècle, vont utiliser cette architecture italienne. Et puis, dans le paysage de Clisson, on a aussi ces grands séchoirs qui ont été le plus souvent transformés en maisons parce que ce sont des très beaux espaces et ça donne envie d'y faire des maisons. Donc ça caractérise aussi le paysage de Clisson. Vous connaissez tous cette maison qu'on voit quand on est sur le pont, face le château. On voit cette maison assez exceptionnelle qui est un ensemble de bâtiments, je dirais, artisanaux, semi-industriels, qui a été remanié pour en faire une maison. Je change complètement de sujet. Là, je prends l'usage en 2 diapos. Les maisons de pêcheurs, bah oui, en Loire-Atlantique, il y a les rivières et il y a la mer. Maisons de pêcheurs du bord de la mer, vous voyez des maisons très basses, hein, on est près du vent, maisons très très modestes, les pêcheurs ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent, on est après Faille, à la Bernerie, vous voyez. Là il y a 2 maisons, là il y en a une, vous voyez, 18e, 19e siècle et 1900. Mais toujours cette même typologie de maisons basses, de pêcheurs qui s'abritent du vent. Quand on est dans les îles de Loire notamment, on a des maisons de pêcheurs, mais là c'est l'inverse. On a des terrains très petits, très étroits, puisque dans les îles, on avait des parcellaires avec des terrains très étroits qui menaient pour que chacun puisse aller au bord de l'eau. Donc on a des parcelles très étroites, donc on monte en hauteur. 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc là, on est à Varade, à la Meilleraie. Là, on est à Oudon. Là, on est à Indre. Vous voyez, changement de tuffeau ou de briques, mais même typologie. Alors là, au niveau formel, c'est bien une typologie qu'on reconnaît immédiatement de la maison de pêcheurs. On en trouve à Trente-Mots aussi. Et puis j'ai mis cette image en haut à gauche qui est intéressante. C'est une peinture de Bertreux, Edmond Bertreux. C'est un peintre nantais, pas très connu, mais qui a représenté beaucoup les paysages de Loire-Atlantique et dont on sait qu'il était extrêmement fidèle. Donc ça, c'est une peinture de la fin du XIXe siècle qui montre les maisons dans leur état chromatique de l'époque. Et c'est intéressant parce qu'on voit que les enduits, d'abord toutes les maisons sont enduites, hein, on a différents tons de beige, du plus foncé au plus clair, et un niveau cholet de blanc, et on a des menuiseries qui sont grises, ou gris-vert, ou noires. Hein, à l'époque, la peinture, on la faisait soi-même avec des métaux, du plomb, etc. La base était grise. Quand on pouvait rajouter un peu de pigment en poudre dedans, ce qui faisait du gris-vert, ou du gris-bleu, ou du gris-rouge. Et quand on n'avait pas de peinture, on mettait du goudron sur les portes pour les protéger des insectes et des moisissures. Donc la couleur des menuiseries, longtemps, elle est restée dans ces gammes-là. Des gris colorés ou du noir. La peinture avec du bleu, du jaune, du vert, du orange, du violet, ça n'arrive qu'après-guerre. Je dirais qu'à la fin du 19e, on a des peintures, on a vert foncé, qu'on appelle le vert jardin. Pour les ferronneries, on a du noir ou du blanc. Enfin, vous voyez, il y a des gammes très très limitées qui font que
l'architecture a des couleurs très limitées. Les maisons de villégiature, là on passe dans un autre domaine. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de villégiature? C'est une maison où on va pour ne rien faire, c'est-à-dire, aujourd'hui on dit en week-end, mais depuis très longtemps, alors d'abord évidemment les familles nobles ou les familles très riches, achetaient ou se faisaient construire une maison à la campagne pour aller y passer les beaux jours. C'est la naissance des maisons de campagne. C'est un terme qui se développe au XVIIIe siècle, une maison de campagne. Avec autour, souvent, une exploitation qui permet de faire vivre la maison de campagne, c'est-à-dire des fermes, etc., des fermages qui permettent de faire vivre. Ça va prendre, cette villégiature, plusieurs autres formes, on le verra au XIXe siècle, et puis ça va en prendre une forme de masse au XXe siècle, au bord de la mer. Donc la villégiature, elle commence à la campagne, elle continue au bord des rivières, et elle finit au bord de la mer. Et vous allez voir que rien que ça change la forme des maisons de villégiature. Parce que voilà les premières villégiatures, maisons de campagne, ce qu'on appelle les folies nantaises au bord de l'Erdre. Vous voyez que ce sont des maisons très simples, assez vastes, avec des enfilades de salons. C'est des maisons pour faire la fête, hein, c'est des maisons où on reçoit du monde tout l'été. Et ces maisons-là vont se développer, d'abord sur l'Erdre par les grandes familles nantaises, puis dans d'autres, au long d'autres rivières, la Loire notamment, mais d'autres rivières, et puis vont essaimer finalement dans le paysage rural. Alors en bas, c'est une autre, c'est 19e, c'est un peu plus récent, c'est Saint-Étienne-de-Montluc, encore une fois, mais on est sur le coteau qui surplombe la Loire. Mais on n'est pas directement au bord de l'eau, mais on voit la Loire. Ces maisons de campagne, elles vont prendre toutes les formes, elles vont suivre les modes de l'architecture. Pendant tout le 19e, on va en construire partout, soit néo-Louis XIII, soit néoclassique, soit néo-rien, mais avec une petite tour pour dire qu'on a un château, soit néo-gothique. Hein. Donc au 19e siècle, on utilise tous les styles des siècles précédents, et puis parfois on les mélange même dans un même bâtiment. Donc on a des bâtiments néo-gothiques, néo-baroque, néo-renaissance, néo-roman, néo-néo, ou parfois quand on mélange plusieurs styles, éclectiques. Donc les maisons de campagne suivent ce mode-là. Alors l'idée, c'est d'avoir une grosse maison, un parc et des exploitations agricoles souvent, mais cachées autour. Alors évidemment, cette villégiature, elle fait envie à tout le monde, y compris aux gens qui ont beaucoup moins de moyens et qui vont se construire des petites maisons de campagne. Donc vous voyez que dès le 19e siècle, dans le vignoble, on construit des maisons qui sont des maisons de campagne, qui ne sont pas des fermes, qui ne sont pas des maisons de viticulteurs, qui sont des maisons pour aller passer du temps à la campagne. Ces maisons de villégiature, on va les appeler les villas, hein, en reprenant un nom italien issu de l'histoire de l'architecture, des grandes villas, notamment vénitiennes. Et puis, on peut avoir une petite villa, là c'est en Brière, vous voyez, on est en pleine Brière, elle a un nom d'oiseau, je ne sais plus comment elle s'appelle, les sarcelles, je crois. Donc c'est une maison d'un chasseur qui venait chasser le canard en Brière. Mais c'est bien une petite villa posée dans la Brière. Et puis l'autre, moderne, là, des années 30, elle est à Valette, dans le vignoble. Donc là, c'est une maison qui est faite pour regarder le vignoble. Hein. Ce n'est pas une maison de travail. C'est une jolie maison d'ailleurs. Villégiature en bord de Loire. Vous voyez, au XIXe siècle, on fait des maisons, presque des maisons de ville, hein. Maisons bourgeoises, on dirait, mais un petit parc. En bas à gauche, une maison plus fantaisiste, avec un style qu'on appelait alors mauresque, mais il y a une grande terrasse devant, qui montre bien que cette maison-là, elle est faite pour prendre du bon temps, regarder la Loire, etc. Et puis à droite, une maison des années 1940. Là, c'est vraiment dans le village de la Meilleraie. Il y a la maison de pêcheur qui est à gauche. La différence typologique est assez nette. On voit bien que dans un cas, on habite au plus simple, une porte, une fenêtre. Là, on veut de l'espace extérieur. Balcon, terrasse, auvent, etc. Alors c'est ça, la maison de villégiature. Qu'est-ce qui différencie progressivement la maison de villégiature des maisons de travail ou des maisons simplement où on habite à l'année? C'est qu'on profite de la maison d'une autre manière. Au XIXe siècle, quand on construit les premières villas au bord de la mer, ce sont des maisons classiques, maisons bourgeoises, où on s'abrite du soleil, du vent, de la pluie,
Au XIXe siècle, il n'est pas question d'aller au soleil. Une femme doit avoir la peau plus blanche, un teint de lait. Et puis on vient au bord de la mer prendre les eaux, mais prendre les eaux de l'eau de source. À Pornic, Préfaille, il y avait des sources ferrugineuses et on venait boire de l'eau. Il faut attendre plusieurs décennies avant qu'on aille se baigner dans la mer. Et donc on commence à aller dehors. Et au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on voit se développer des villas balnéaires avec une envie d'être dehors. Mais une envie d'être dehors à l'abri quand même du soleil, de la pluie, du vent. Donc des auvents, des terrasses couvertes, des bow windows, des loggias, tout un ensemble de dispositifs, des jardins d'hiver, qui fait qu'on est dehors mais dedans. On est dans un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans. C'est ça qui caractérise l'architecture dite balnéaire. Et puis dans les années 20-30, alors la rupture culturelle cette fois-ci, comment s'appelle-t-elle cette chanteuse Joséphine Baker devient la première star noire. Et tout le monde se met à aimer Joséphine Baker, à adorer son teint. Elle a un mari qui vend des produits cosmétiques en plus. Ça tombe bien, il fait des crèmes qui rendent la peau noire. Et puis, Gabrielle Chanel dit, à peu près dans les mêmes époques, « Moi, ce que j'adore, c'est être nue au soleil. » Oh là! Renversement, cette idée qu'il fallait avoir la peau blanche est complètement bousculée par ces deux femmes, Joséphine Baker puis Gabrielle Chanel, qui disent « Mais c'est bien d'être bronzée. » Et en quelques années, on va voir les villas balnéaires s'équiper de terrasses accessibles et de solariums. Et on va commencer à aller se bronzer. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on n'est pas obligé de se cacher sous des auvents, on n'est pas obligé d'avoir peur du sable, du vent, etc. On vit dehors. Et la maison balnéaire va progressivement s'abaisser, parce qu'autrefois c'était des maisons bourgeoises avec l'étage noble en demi-étage et les cuisines en dessous. Là, puisqu'on vit dedans, dehors, on va poser les pièces habitables de plein pied sur le jardin. Et on va commencer à ouvrir les murs. Puis le béton le permet. D'un seul coup, avec le béton, on peut faire des grandes baies vitrées. Et la villa balnéaire des années 20 ou 30 est la maison d'aujourd'hui. Puis une maison avec des baies vitrées, une terrasse, les pièces de vie de plein pied sur l'extérieur et une envie de manger dehors, etc. Donc, vous voyez, c'est par le soleil que l'architecture va changer de forme. Alors voilà un exemple au bord de la mer. Là, on est à Préfaille. 3 maisons dites balnéaires qui sont l'une à côté des autres. C'est pas un montage. Celle-là est 1850. Vous voyez que là, on est tassé, caché derrière la végétation, derrière une véranda, sous un auvent. Vous voyez, on ne prend pas le soleil, on n'est pas dehors. Là, on est en 1900. Vous voyez qu'on commence déjà à vouloir regarder la mer et à avoir des balcons. Et là, on est en 1927, à droite. Vous voyez que là, on ouvre complètement la maison, le béton le permet, je le disais, mais c'est surtout la culture qui fait que, et sur le toit, on a un solarium pour se bronzer. Je vous la remontre là, voilà. C'est une maison qui est faite pour voir dehors et bronzer. Et manger dehors, parce qu'elle a des pièces en rez-de-jardin. Donc vous voyez, cette photo montre un peu l'histoire de l'architecture balnéaire et l'invention de la maison d'aujourd'hui, on pourrait dire. Alors, des villas dites balnéaires, alors voilà, je dis dites balnéaires parce qu'on parle souvent d'architecture balnéaire comme s'il s'agissait d'un style, en disant ah, les maisons balnéaires, c'est celles qui ont des lambrequins en bois, des décors en briques, en terre cuite, des toitures pointues. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Puisque la maison en béton avec le solarium sur le toit, vous avez vu, elle n'a pas de décor, mais c'est bien une maison balnéaire. Donc l'architecture balnéaire, ça n'est pas un style, c'est une façon de vivre. Mais il y a eu tous les styles utilisés, néo-gothique, alors soit en référence à l'histoire, les styles néo-Louis XIII, néo-gothique, etc., soit en référence aux régions, des styles régionalistes avec des villas basques, des villas bretonnes, des villas normandes comme celle-là. Enfin bon. Alors, vous voyez cette continuité, là on est au 19e siècle avec un bow window à l'anglaise, et puis on retrouve cette forme bow window, sauf que cette fois-ci elle est entièrement vitrée et elle s'ouvre. Donc je vous l'ai montré. Alors ces grandes villas balnéaires vont faire des petits,
comme toujours pour la villégiature, les petites maisons modestes, mais qui reprennent certains éléments des grandes villas, des petits pignons, des petits éléments de décor, une végétation, etc. Donc là, on est bien dans le balnéaire comme style, mais ces maisons-là ne sont pas assez grandes pour avoir les grands espaces d'entre-deux dont je vous parlais tout à l'heure, les grandes loggias, les bow windows, les terrasses. Ça forme un paysage balnéaire de grande qualité. En Loire-Atlantique, on a des très beaux exemples, notamment à la Bernerie-en-Ré. On a ces maisons qui ont été construites par des promoteurs au XIXe siècle avec ce qu'on appelait des chalets, des suites de petits chalets. Donc ce sont des maisons, elles sont toutes petites les unes à côté des autres, mais elles forment des ensembles merveilleux avec leurs clôtures en briques, la végétation, etc. Donc la Bernerie est un vraiment très très beau site balnéaire d'architecture modeste mais de grande qualité urbaine. Alors une petite incise, je regarde l'heure, je vais essayer d'accélérer. Sur un autre matériau, après la pierre bleue, mais là c'est un matériau beaucoup plus important en Loire-Atlantique, qui est la terre cuite. La brique, la tuile, pour vous montrer qu'au XVIIIe siècle, par exemple, la brique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas. Des artisans locaux fabriquent des tuileaux ou des carreaux de terre cuite, soit pour le sol, soit pour des encadrements. C'est la même épaisseur qu'un carreau de terre cuite, vous voyez, c'est 2 cm à peu près. C'est aussi grand, alors c'est en longueur ou c'est carré, il y a toutes les dimensions. Et on pose ça avec des joints très épais, parfois presque aussi épais que le tuileau lui-même. Alors vous voyez, on fait des encadrements, on fait des linteaux. Il n'en reste pas beaucoup parce que ça ne tient pas très très bien, parce qu'on a autant de mortier que de tuileaux. C'est très élégant. Les grandes architectures du vignoble dont je vous parlais tout à l'heure sont faites comme ça, parce qu'elles sont avant la création de cette brique-là, qui est là. Là, on est en tuileau. Et là, d'un seul coup, vous voyez qu'on n'a pas la même dimension, on n'a pas la même forme. C'est la brique qui s'industrialise, qu'on appelle la 5-11-22, parce qu'elle fait en gros 5 cm par 11 cm par 22 cm. Quel est l'intérêt d'avoir 5-11-22 ? C'est que vous pouvez l'assembler comme des pierres de Lego pour les mettre par deux, changer de sens. Enfin, vous pouvez jouer avec ça et faire ce que vous voulez. Faire des murs de 5 cm, de 11 cm, de 22 cm. Vous pouvez tout faire. Donc c'est la base. C'est là où on passe du tuileau à la brique. Alors ça se passe en gros dans les années 1850. Et ça se généralise comme on finit par faire des moules métalliques, etc. Enfin, on va généraliser l'usage de la fabrication de la brique, donc un moindre coût. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la brique, à partir des 1850, elle va très souvent remplacer la pierre d'encadrement qui est compliquée à faire voyager, etc. Parce que la brique, on en fabrique, la tuile, la brique, on en fabrique un petit peu partout en Loire-Atlantique. Alors voilà, les premiers usages de la brique, c'est des dessus de murs, c'est des corniches toutes simples, c'est des petits décors. Et puis ça, c'est un truc rigolo, c'est un maçon qui s'est amusé. Il avait la tranche des briques qui était trop cuite, qui était un peu brûlée. Il s'est amusé à les alterner. Alors là, c'est normal, vous direz que c'est alterné. Non, parce qu'il n'y a qu'un côté qui est brûlé. Donc il a fait exprès de mettre le côté brûlé voyant. Et c'est assez joli. Alors d'un autre côté, il y a ce fameux problème du débord de toiture. On parle toujours de génoise ou de corniche. On confond souvent la génoise et la corniche. Là, c'est l'invention de la génoise. Au départ, soit on a des débords de toiture comme ça en bois, puis on pose les tuiles avec le rendu dessous qui dépasse un petit peu. Soit on n'a pas de débord de toiture, mais on fait dépasser celle du dessous franchement, de manière à ce que l'eau s'évacue plus loin du mur. Et puis finalement, pour soutenir ça, pour éviter, parce que ça casse une tuile, on va soutenir ce débord avec d'autres tuiles, comme dans l'autre sens, et puis des tuileaux ou des briques. C'est ça une génoise. On fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs après. Donc, alors vous savez, ça peut être très simple. Vous voyez, là, c'est le début en bas à gauche, là, c'est le début du soutènement du débord de la tuile. Il y a juste un petit rang de terre cuite. Là, il y a 2 rangs de briques et un rang de tuiles, et puis après, on en a qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'est ce qu'on appelle la génoise. À ne pas confondre avec la corniche. Alors la corniche, quand elle est en pierre, en général, elle est moulurée. Quand elle est en brique, on essaie de faire des décors. Soit en imitant la pierre, en haut à gauche, on a des briques moulées en forme de moulure de pierre. Je suppose même que c'était enduit et chaulé
pour ressembler à de la pierre, je pense, j'en suis pas certain. Soit on joue avec la forme des briques pour faire des motifs, en les mettant en biais, etc., en utilisant des briques de différentes formes. Donc ça, c'est quelque chose. Alors les souches de cheminée, c'est la même chose. Quand vous êtes avant le XVIIIe siècle, vous avez des souches en tuileaux. Vous voyez, tuileaux plats, avec gros joints en mortier. Après, quand on a refait... Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la base est en tuileaux, et elle a été reconstruite, la cheminée, en briques. Et donc ça, c'est pratiquement toutes les souches de cheminée en Loire-Atlantique, sauf les plus anciennes qui étaient parfois en pierre, mais c'est assez rare, ou au XIXe siècle, des cheminées riches en pierre et briques mélangées. Alors c'est très important dans le paysage, ça, de Loire-Atlantique. Les souches de cheminée, même quand ça ne sert à rien, c'est bien de les garder parce que ça donne des silhouettes complètement très intéressantes par la couleur de la terre cuite qui est très chaude dans les paysages urbains. Dans les sites balnéaires, c'est pareil. On commence avec des tuileaux, avec des décors de façade, pierres apparentes, enduits, briques, etc. On complexifie les formes à l'extrême. Et puis en bas à droite, ce faitage très compliqué en terre cuite, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à industrialiser la cuisson de la terre cuite, on peut faire des moules, des formes qu'on veut, et on va développer des systèmes décoratifs à pas cher, répétitifs, que notamment l'architecture balnéaire va beaucoup utiliser, mais en ville aussi, des fêtages, des épis de fêtage, des formes, des antéfixes, des bords de toiture avec des motifs, des dessins. Parfois, on va émailler ça. Vous voyez d'autres exemples de l'architecture balnéaire. Là, c'est de la terre cuite émaillée avec des crabes, on est au bord de la mer. Là, c'est un bord de toiture. C'est tout neuf d'ailleurs. Je le dis parce que c'est une maison qui a été restaurée à la Bernerie-en-Ré. Ils ont refait la toiture à l'identique, ce qui montre qu'on retrouve ces éléments aujourd'hui en vente dans le commerce. Donc quand on veut restaurer, on peut, parce que ça existe toujours et c'est pas très cher. Les clôtures, pareil, soit de la brique simple, soit l'équivalent de tuiles. Alors, au début, on le fait avec des tuiles, puis après on a fait des éléments spéciaux pour faire des clôtures ajourées, parfois des balustres en terre cuite. Là aussi, tout ça dans l'architecture balnéaire, c'est extrêmement important, à tel point que dans le paysage balnéaire, ça finit par endroits par devenir prégnant. C'est-à-dire, ce qu'on voit le plus, c'est la terre cuite. Vous voyez, en bas à droite, c'est une rue de Préfaille. On voit quasiment que la terre cuite. Donc c'est très important de ne pas négliger ce matériau-là, qui est essentiel dans les paysages anciens en Loire-Atlantique. Alors je change complètement, je voulais terminer par vous montrer ce qui se passe dans deux villes, Nantes et Saint-Nazaire, même si ce sont des contextes très différents. Nantes, on n'a pas beaucoup de témoignages de ce qui s'est fait avant le XVIIIe siècle. Parce que Nantes a été agrandie, reconstruite essentiellement au XVIIIe siècle. Donc on a quelques maisons anciennes, mais très peu. On a quelques maisons en bois à colombage. J'ai mis ce petit dessin à gauche là qui est extrait d'un livre pour enfants qui s'appelle Naissance d'une cathédrale. Alors c'est une caricature, mais ça donne l'idée de ce que pouvait être une ville au XVe siècle, c'est-à-dire un ensemble de maisons basses, rez-de-chaussée plus 1 ou 2 étages en bois, et puis la cathédrale qui émerge de ça. Donc on a là quelques exemples, rue Bossuet, rue du Change à Nantes, mais assez peu. On a quelques hôtels particuliers qui nous restent, mais très peu. La Psalette qui est derrière la cathédrale, qui est un hôtel vraiment au XVe siècle de grand luxe pour un archidiacre. Là, un hôtel qui est rue de l'Emery, dans le quartier du Bouffay, où il a plusieurs époques, 14e, 15e, 16e siècle. Quelques traces de maisons. Là, on est rue du Moulin, derrière, en face du parking Moulin-Mairie. On voit que la lucarne est 16e et que la lucarne est 17e. Donc on se dit, tiens, là, il y avait une maison 16e, 17e, mais au 18e, on a refait toutes les ouvertures. Donc il reste très peu de choses, peut-être à l'intérieur. Et puis, à droite, un très bel hôtel particulier du XVIIe siècle, les rues du Château. Donc ces grands hôtels particuliers, là, sont les hôtels des grandes familles aristocratiques nantaises. Mais il en reste très, très peu. Très peu, pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, au XVIIIe siècle, on réécrit pratiquement intégralement le centre-ville de Nantes, avec ses architectures de très, très grande qualité. Cette photo-là me permet de vous reparler des pierres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez le granit ? En bas, ça pèse, il faut une pierre très dure, on est en granit.
Là, on a des pierres de soutènement qui soutiennent les balcons, qui ont besoin d'être très dures. Donc c'est de la pierre de Charente ou du Cireuil, en général, de Touraine. Et puis quand on monte, là, on peut se permettre d'être plus léger, d'avoir des décors très fins, on est en tuffeau. Donc parfois, dans ces façades qui paraissent blanches, on a 3-4 pierres différentes, mais utilisées vraiment en fonction de leur qualité de portance, leur qualité de durabilité, etc. Et puis, si on regarde, on se rend compte que ce n'est pas très régulier les endroits où la pierre calcaire dépasse sur le granit, etc. Et quand on voit la qualité de ces architectures, le soin apporté au dessin des façades, on imagine bien que les propriétaires n'auraient pas supporté de voir des différences comme ça. Ça voulait dire que ces bâtiments, là aussi, étaient badigeonnés à la chaux. La pierre n'était pas apparente dans l'île Feydeau. Les immeubles étaient blancs, gris pâle, jaune pâle, ocre. Dans les restaurations, on retrouve souvent dans les corniches des différentes couches de badigeons colorés comme ça. On ne voyait pas la pierre, encore moins dans les villes. On ne la voyait pas à la campagne, mais on ne la voyait pas non plus dans les villes. Pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Alors là, c'est grande, on sort de la maison individuelle, mais c'est pour montrer que Nantes se reconstruit soit parcelle par parcelle pour des grands hôtels particuliers ou des grands immeubles partagés, des grands ensembles urbains où on ne voit plus quelle est la dimension de la parcelle. On ne sait pas si une maison c'est 2 travées, 3 travées, 5 travées, on ne sait pas du tout. On fait vraiment de l'urbanisme. Même chose. Et la photo d'avant, c'était pour loger en masse Là ? Ouais. Ah non, là ce sont des très très grands hôtels particuliers, de très grand luxe, je dirais même, qui ont une façade sur le cours Cambronne et derrière qui sont en U sur cour, rue de l'Héronnière notamment. Alors parfois c'est des logements effectivement par étage, parfois ce sont des maisons, mais gigantesques, hein, avec un luxe inouï. Il y en a certains qui se visitent lors des journées du patrimoine. C'est la première forme de lotissement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors la même chose, j'ai mis cette photo pour quand même, parce qu'on ne s'en aperçoit pas très souvent, mais le quai de la Fosse, il y a quand même un immeuble sur 3 qui date d'après la guerre, puisque le quai de la Fosse a été beaucoup bombardé, enfin il a subi lors des gros bombardements du port de gros dégâts, et il y a beaucoup d'immeubles du XXe siècle, soit imitant les immeubles du XVIIIe, soit néoclassiques, modernes. Et la place Royale est entièrement de 1948. On ne le sait pas en général, mais ça a été refait. Les façades ont été refaites à l'identique, alors qu'on a déplacé les immeubles, ils ne sont pas exactement là où ils étaient au XVIIIe. Et si vous passez derrière et vous regardez, vous voyez bien que ce n'est pas de l'architecture du XVIIIe siècle, que c'est en béton en fait. Mais bon. D'autres opérations d'urbanisme dans les années 1830 à Mélinette, et puis, je dirais, l'urbanisme à Paris, à la Haussmann, dans le quartier autour de la cathédrale, le percement de la rue de Strasbourg, tout ça, c'est les années 1870. On traverse, comme à Paris, les quartiers anciens par des nouvelles artères, etc. Et on reconstruit des immeubles avec une architecture qui est complètement réglementée à tel point que tous les immeubles sont pareils. Ce qui donne quelque chose de très beau. Un détail, mais vous regarderez, la cathédrale est là, quand vous arrivez, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à la mettre dans l'axe. Donc en fait, quand on n'arrive pas à avoir le milieu de la cathédrale. Mais enfin, ça, ce sont les difficultés de l'urbanisme. Alors pour vous montrer que c'est un centre-ville très mixte, à cause des bombardements, là on est dans le quartier de Cré, vous voyez à gauche un immeuble reconstruction en 1950, là une maison du XVe siècle, un immeuble du XVIIIe siècle, un immeuble 1950 et un immeuble 1850 à la façon du XVIIIe siècle. Tout le quartier comme ça historique de Nantes est fait de mélange. Alors les maisons, pour revenir aux maisons quand même, à Nantes il y a des maisons. Il y a soit des grandes maisons bourgeoises, mais ça ce sont les grands quartiers 19e, quartier Mélinette, quartier Moncelet, grandes maisons bourgeoises qui reprennent les codes des architectures anciennes, hein, néo-gothique là. Ça se mélange avec des immeubles de rapport, hein, ça s'est fait à peu près en même temps. On a des maisons alors on va construire ces maisons-là, je dirais, de 1850 à 1930. Là, celle-là est de 1930, mais ça ne se voit pas, ça fait des paysages urbains très très homogènes quand même, avec des styles différents sur chaque façade.
Très belle qualité d'architecture, évidemment. Nantes, c'est énormément comme ça de faubourgs, de maisons construites entre 1900 et 1930, mais là aussi avec des modèles, c'est-à-dire qu'on a des maisons répétitives qui sont quasiment identiques les unes aux autres, donc dans les années 1930. Vous voyez les soubassements dont on parlait tout à l'heure, en opus incertum, on les a là. Et puis au-dessus, des parties enduites. Alors, face à ces maisons, en même temps que ces grandes maisons bourgeoises ou ces maisons plus modestes construites dans les années 1930, on a du logement ouvrier qui s'est toujours fait, parce qu'il y a toujours eu une activité économique à Nantes. Là, on est à Orvaux au XVIIIe siècle. Ce sont des logements ouvriers. Pour, je ne sais plus ce que c'était Orvaux, une verrerie, enfin, il y avait une fabrique qui était actionnée par le courant du Sens. Là, du logement ouvrier, on est à Chantenay. Vous voyez, petites maisons, c'est presque les maisons de pêcheurs dont je vous parlais tout à l'heure, maisons modestes, très très basses. Alors c'est un challenge pour les architectes aujourd'hui pour rajouter des hauteurs pour essayer d'agrandir ces maisons-là en faisant des extensions. C'est un terrain de jeu formidable pour les architectes parce que beaucoup de gens rachètent ces maisons-là parce que Chantenay est un quartier sympathique avec des maisons abordables mais qui sont petites. Ça, c'est un autre exemple à Indre. Là, ce sont les maisons pour les contremaîtres. Alors à Indre, à Basse-Indre, je n'ai pas pu vous montrer les photos, il y a toute une typologie de l'architecture liée à l'industrie qui est en place. Et c'est assez extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous voyez Basse-Indre, il y a le sommet de l'île, il y a la maison du directeur. Énorme, très belle, 19e. Autour, il y a des maisons 1930 qui sont les maisons des ingénieurs. À côté des maisons des ingénieurs, il y a un immeuble pour les cadres célibataires qui ne devait pas être mélangé avec les familles parce qu'on ne sait jamais de quoi ils auraient pu avoir envie. En dessous, vous avez les maisons des contremaîtres et plus loin, les maisons des ouvriers. Et tout est là. C'est assez étonnant. C'est vraiment alors là des typologies d'habitat liées à l'industrie. Et là, cette photo que je trouve amusante, à gauche, ce sont des logements pour les ouvriers des forges, Carnot. Et à droite, c'est des maisons bourgeoises à Nantes. Vous voyez que la différence est faible, si on regarde vite. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même principe de façade décorée, de pierre, etc. Sauf que là, on a à chaque fois une seule maison. Et que là, on a, je ne sais plus si 8 ou 12 logements. Et là, on a 8 logements. C'est des 2 pièces. Mais vous voyez que ce logement ouvrier-là se donne des airs quand même de belles rues, de maisons bourgeoises. On fait attention au logement ouvrier. Alors je ne suis pas rentré dans les usages, je n'avais pas le temps en une soirée de parler à chaque fois de la manière dont on habitait une ferme, la manière dont on habitait une villa. J'ai parlé un petit peu des villas balnéaires, ou de la manière dont on habitait ces maisons ouvrières, mais vous voyez bien, il faut relire Zola, Balzac et tout ça. Et puis là, deux images du logement d'après-guerre, du logement qui poursuit le logement ouvrier, c'est-à-dire que, c'est pas le logement ouvrier, mais le Grand Clos, manière pour Rouge-Pitz de reloger les habitants sinistrés des bombardements, et puis évidemment l'expérience magistrale de Le Corbusier à Rezé. Saint-Nazaire, pour terminer, quand on pense à Saint-Nazaire, on ne pense pas aux maisons anciennes. L'image qu'on a de Saint-Nazaire, c'est ça. C'est l'image d'une ville reconstruite, des grands immeubles années 50, une place de la mairie, on pourrait ajouter quoi, la base sous-marine, peut-être la soucoupe. C'est ça l'image de Saint-Nazaire. Or, Saint-Nazaire, quand on se promène dans les rues, on est étonné, même dans le centre-ville, de voir qu'on trouve des maisons anciennes partout. Soit isolées, dans les rues, on voit une rue des années 50, puis il y a une maison ancienne de chaque côté. On se dit, tiens, ben alors la rue, elle était là, avant les bombardements. Donc finalement, le plan de Saint-Nazaire, il n'a pas tellement bougé. Et dès qu'on fait 500 mètres, on s'éloigne de la gare de 500 mètres, on va trouver des rues entières, construites en 1900, 1920, 1930. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Alors on trouve aussi de l'architecture rurale dans Saint-Nazaire, des fermes, des ensembles de fermes avec leurs annexes ou des maisons de propriétaires. C'est des maisons prises au mois de juillet. C'est des photos prises au mois de juillet, c'est pas, ça existe toujours, j'espère.
Des maisons de ville ou maisons de bourg. Je vous ai montré les maisons de bourg au XIXe siècle tout à l'heure. Ben là, la différence entre une maison de bourg et une maison de ville, finalement, c'est simplement, en gros, l'emplacement. Donc des maisons du XIXe avec des décors néo-Louis XIII, etc., néoclassiques. Encadrement, beaucoup de pierres à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire était un port, la pierre arrivait facilement. Alors des maisons de grand luxe, tout le monde les connaît, ces deux-là, parce qu'on passe devant quand on longe la mer, le littoral. Mais bon, il y a des quartiers entiers des rues entières de maisons bourgeoises comme ça, avec des styles du 19e, éclectiques, de très très grande qualité, à Saint-Nazaire. Et puis des quartiers entiers de maisons des années 20-30, maisons de ville, soit en ensemble, ça c'est un lotissement de 1930, soit isolés dans les rues. Alors, soit elles ont juste un petit décor art déco, assez léger, soit elles se prennent des petits airs de villa parce qu'il y a une lucarne, il y a un pignon, il y a une charpente apparente, etc. Ou juste un faux pignon, vous voyez. Alors, vous voyez qu'on passe progressivement de la petite maison simple à la maison un peu art déco à la villa, presque. Et on a des espèces de... Alors, en même temps, on a des maisons modestes qui restent dans Saint-Nazaire, dont on peut... Si j'isole la photo, on ne sait pas si c'est dans la campagne, si c'est une maison rurale de 1900 ou une maison urbaine de 1900. Le seul lien... Vous voyez que la typologie, c'est compliqué. Parce que voyant une photo d'une maison, on ne peut pas dire ce que c'est. Il faut savoir aussi quand elle a été faite, qui l'a faite, où elle est, etc., quel est le contexte. Parce que ça, ce n'est pas dans un village, c'est en centre-ville à Saint-Nazaire. Donc c'est une maison modeste. C'est le seul lien avec la maison rurale, c'est que c'est une maison modeste. Là, vous voyez, une maison, ça paraît, mais il y en a deux, en fait. Maisons encore plus modestes. Et puis, il y en a plein des années 30 aussi, qui sont toutes petites, toutes simples. Ça donne des quartiers, un peu comme à Chantenay, d'ailleurs, des quartiers extrêmement sympathiques. Alors, on a aussi en ville un certain nombre de villas. Là, on n'est pas au bord de la mer, on est dans la ville, mais on a des maisons où on voit que l'inspiration de l'architecture des stations balnéaires est très forte, y compris dans le néorégionalisme basque des années 30 et 50. Vous voyez. Et là, on est en ville. C'est pas... Et puis à Saint-Nazaire, évidemment, on a un littoral. Donc on a aussi des villas, toujours entre guillemets balnéaires, qui sont des villas qui pourraient être à la Baule, à Préfaille, etc. On est là aussi en ville à Saint-Nazaire. Et on a là aussi tous les styles architecturaux, toutes les formes, y compris des choses étonnantes. En bas à droite, on se croirait sur la Côte d'Azur. C'est une maison qui était peut-être un ancien local de douanier, qui s'est transformé en maison avec la terrasse sur le dessus. Donc ces maisons donnent directement sur la mer. On est bien sur des villas balnéaires. À Saint-Nazaire, on a beaucoup de maisons du XXe siècle, parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que Saint-Nazaire n'a pas été en grande partie rasée et reconstruite. Alors on a des maisons d'avant-guerre, très belles, des villas, des cités, des maisons modernes, et puis des maisons d'après-guerre, années 60, soit en ville, soit qui sont des jolis morceaux d'architecture. Alors pour information, la ville de Saint-Nazaire est très consciente de la qualité de son patrimoine. Donc les élus, depuis longtemps, ont fait faire de nombreuses études sur le patrimoine de Saint-Nazaire et sont en train de préparer ce qu'on appelle une AVAP, une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle les SPR, mais eux, c'est encore une AVAP. Et donc, ils vont vers une protection patrimoniale du centre-ville de Saint-Nazaire. Et puis, je termine avec quelques photos de maisons du XXe siècle pour bien penser... que vous ayez en tête qu'effectivement, quand on pense maison ancienne, ce n'est pas uniquement maison en pierre, en brique ou en bois. C'est parfois aussi en parpaing, c'est parfois aussi en béton. Ça pourrait être en acier. Il y a des maisons construites au XXe siècle qui sont des éléments de patrimoine passionnants, qui ne se restaurent pas comme les maisons en pierre, qui ne s'entretiennent pas comme les maisons en pierre, mais qui sont des éléments de patrimoine. Donc soit, alors il y a différents styles, maison Art Nouveau à Indre, maison Art Déco à Valette, la maison que je vous ai déjà montrée tout à l'heure à Préfaille, et puis petite maison Art Déco à Saint-Nazaire. Villa extraordinaire à la Baule qui s'appelle La Colline, construite en 1926. Vous voyez, quand je vous disais que l'invention de la maison contemporaine se fait dans les débuts du XXe siècle dans l'architecture balnéaire, vous voyez que cette maison de 1926, on a l'impression que c'est une maison d'aujourd'hui. Avec vraiment, alors là, les espaces extérieurs, le solarium sur le toit, terrasse accessible, balcon à tous les niveaux, loggia, etc.
En termes de... Oui, mais on s'en préoccupe. Alors c'était des maisons de vacances, hein, pas chauffées. Bon, c'est toujours une maison de vacances d'ailleurs. C'est une villa qui a été très célèbre en 1926, elle a été publiée dans des revues. Elle était considérée extrêmement novatrice, hein, parce que c'est la même époque que plein de maisons en pierre que je vous ai montré tout à l'heure. Autre maison dans les années 30. Alors là, dans les années 30, là on est à la Bernerie, maison un peu art déco, mais avec une loggia tout à fait moderne sur le toit. Pas une loggia, un auvent. Une maison 1935 en haut à droite, qui est une maison à Nantes, rue de la Bastille. Elle est très étonnante, elle est assez moderne côté jardin. Et côté rue, elle est très très classique, avec corniche, soubassement, etc. C'est-à-dire que la modernité, c'est dans le jardin, mais elle n'est pas affirmée côté rue. C'est là où on voit que... Parce que elle était faite d'un seul jet, mais on voit que la modernité restait quelque chose de privé, je dirais. Et puis des petites maisons ouvrières, alors vous voyez, c'est du patrimoine en parpaing, quoi. Mais c'est des ensembles. À Indre, il y a beaucoup de maisons comme ça, avec les pans coupés qui sont typiques des années 1925-1930. Puis à droite, une villa néo-basque. Et je termine avec une maison patrimoniale que vous connaissez peut-être, qui est la villa Chupin à Saint-Brévin-l'Océan, qui est une maison de 1960 signée par un grand architecte, André Woginski, qui a signé la maison radieuse avec Le Corbusier. Et c'était considéré comme une des plus belles maisons du mouvement moderne au monde maintenant. Hein. Alors là, c'est pareil, le chauffage, ce sont des façades en verre fixe et ouvrant, des voiles béton de 15 cm d'épaisseur, c'est très fin, très léger, c'est une maison extraordinaire. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous n'aurez pas saoulé. Deux adresses, évidemment, l'adresse du site internet du CAUE, qui d'une part vous permettra d'aller vers ce dont vous a parlé Delphine tout à l'heure, vers l'observatoire, vers ce site qui s'appelle rénoversamaison44.fr, qui est un site qui réunit tout un tas d'informations sur la façon de restaurer, entretenir les maisons anciennes. Oui, je te remercie d'avoir rafraîchi nos mémoires sur ces typologies patrimoniales et la perception de la notion de patrimoine. C'est effectivement une notion qui est très évolutive. Qui change depuis bien des siècles. Finalement, le mot même, il apparaît un peu dans notre vocabulaire tardivement dans notre histoire, hein, dans notre perception. Voilà, la Révolution française y est pour beaucoup. Donc effectivement, on a d'abord eu un patrimoine un peu national, un petit peu lourd, qui était le patrimoine de la noblesse et de l'Église. Et puis, avant de prendre conscience, comme tu le fais très bien, que le patrimoine du quotidien dans lequel on vit, avec lequel on vit et qu'on habite, souvent on n'a pas cette conscience-là que du coup c'est un héritage, quoi. Comme le mot l'indique, on hérite de quelque chose et du coup, pour prendre connaissance et surtout conscience, et c'est le travail que vous menez qui est magnifique, conscience justement de cette valeur, de cette importance, cette fragilité aussi des choses, et du coup ça suppose ce travail un peu d'éveil, de ce travail un peu pédagogique que vous posez à longueur d'année dans votre belle mission. Et moi, j'y suis forcément très sensible parce que justement, ça va permettre aussi bien à nos élus que aussi aux citoyens, aux propriétaires privés, de réfléchir en toute conscience à ce qu'ils ont envie de transmettre après, quoi. Parce qu'en fait, on passe, hein, mais voilà, les lieux qu'on habite. Souvent, ils nous survivent bien plus longtemps. Donc, en fait, ça permet effectivement de nourrir notre propre réflexion sur ce patrimoine. Finalement, il n'est pas considéré comme exceptionnel encore ou fantastique encore, mais il peut le devenir. Peut-être que dans 20, dans 30 ans, ça sera le nouveau patrimoine absolument remarquable, auquel, effectivement... les actuels habitants ou les pouvoirs publics n'ont peut-être pas encore cette hypersensibilité parce que ça paraît moins évident quand on parle d'un grand château, du Moyen-Âge ou autre. Mais c'est le travail que vous menez ici et ça, c'est... Enfin, voilà, la notion de service, elle est évidente dans ce travail que vous construisez de construction à la fois d'une mémoire, donc justement d'aide à la construction d'une définition du patrimoine, et puis de construction des outils qui permettent de se transmettre.
C'est une nouvelle conférence que vous faites? Merci beaucoup. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a un vrai problème économique sur ce patrimoine, à la fois individuellement, parce que c'est pas forcément évident de restaurer une maison, mais à la fois socialement, sociétalement, parce qu'effectivement, la mort de beaucoup de centres-bourgs ou de centres-villes met en danger ce patrimoine-là. La disparition des commerces, la disparition des boulangeries, des services publics, etc., fait qu'on a des centres-villes ou des centres-bourgs qui se dépeuplent, qui se dévitalisent. Et beaucoup d'endroits, de communes se disent mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces maisons vides qui sont à vendre et qui ne trouvent pas preneur? Donc on a un vrai problème à prendre en compte. Alors en ce moment, il y a beaucoup de débats politiques sur comment revitaliser les centres-bourgs. Et nous, au CAU, on travaille sur ce thème-là, sur le renouvellement urbain des centres-bourgs. Je voudrais juste dire que très souvent, quand on pense renouvellement urbain, quand des élus ou des techniciens ou même des urbanistes ou des architectes pensent renouvellement de centre-bourg, ils disent tiens, ben, là j'ai des maisons vides dans le centre-bourg, je vais raser ça, puis je vais faire des immeubles et j'aurai fait mon renouvellement urbain. Oui, mais au détriment du patrimoine. Et on ne regarde pas à 300 mètres du centre-bourg des lotissements années 60 sans intérêt architectural, pas isolés, avec des personnes très âgées qui vivent dedans, et c'est peut-être ça qu'on pourrait raser plutôt que de raser les maisons anciennes avec une qualité de façade, etc. Mais ça, c'est très difficile à dire. Et bon, mais il y a un réel problème, alors là, politique au sens de l'urbanisme politique sur les centres. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une question de prise de conscience de la valeur du patrimoine. Moi, je pense à la commune de Sucé, là, qui envisage de raser les maisons au centre. Elles sont moches, simplement parce qu'il y a du ciment dessus. On a collé du ciment partout et c'est moche, le ciment. C'est moche, ça salope la maison. Et à un moment de temps, il y a une conscience à avoir de la valorisation du patrimoine par rapport à sa nature, de quoi elle a été construite et comment on peut la mettre en valeur vraiment. Et le problème, c'est qu'il faut enlever ce qui a été mal fait par le passé pour retrouver, je dirais, la qualité patrimoniale du bien. Et ce que vous dites, enfin moi, ça m'a fait penser à cette commune-là, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui habite dans le centre-ville. Et il a voulu lui-même faire quelque chose, et on lui a dit non, parce que de toute façon, ils vont tout raser. Ils vont faire du renouvellement urbain, ils vont raser les belles maisons en pierre enduites de ciment moche, et puis ils vont nous recoller des espèces de machins pour loger des gens sur plusieurs étages et vendre du mètre carré, quoi. Enfin... Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de renouvellement urbain. Non Hein. J'ai dit qu'il fallait faire attention, et qu'il fallait savoir trier, et de dire que dans le patrimoine, il n'y a pas seulement la chapelle romane, il y a aussi peut-être un ensemble de maisons du 19e qui méritent qu'on y fasse attention, quoi. Voilà. Par rapport aux prochaines lois concernant la respectation, les réglementations thermiques, donc ça sera plutôt en intérieur que vous préconisez Ça, c'est des gros débats. Il y a eu plusieurs lois qui ont été faites sur ce sujet, avec des décrets, dont un décret qu'on a appelé le décret royal, parce que c'était Ségolène Royal, alors c'était amusant, le décret royal, qui obligeait à faire une isolation dès qu'on voulait refaire une partie d'une façade. Si on touchait à plus de 25% de son enduit, on était obligé d'isoler. Bon. Mais non, au début, rien n'était dit. Il a fallu que le décret soit réécrit quelques mois plus tard pour dire que, effectivement, en cas de façade architecturale intéressante, on ne ferait pas l'isolation par l'extérieur. Mais à charge pour le propriétaire de la maison de faire par un architecte un document expliquant la qualité de l'architecture. C'est-à-dire qu'on rajoutait des honoraires au prix des travaux. Donc, c'est pas réglé tout ça. Et il y a encore des débats. Évidemment, il y a des marchands de PVC qui, eux, veulent recouvrir. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que sur des maisons anciennes, en pierre, mortier de chaux, briques, etc., une isolation par l'extérieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe esthétique, c'est une catastrophe technique, parce qu'on enferme la maison et on ne permet pas au mur de respirer. Et en plus, c'est une catastrophe économique, parce que la plupart du temps, ça ne sert à rien. Parce que les maisons avec des gros murs en pierre, de 60 cm, de 80 cm, c'est pas par là que la maison perd du thermique, c'est d'abord par la toiture, puis par les menuiseries, et par le sous-sol quand il y en a un. Donc la ville de Poitiers a fait faire des études sur la rentabilité d'un bardage extérieur à Poitiers. Le retour sur investissement est de 150 ans. Isolation des combles, retour sur investissement, 6 ans. Parce qu'effectivement, on gagne quelques euros par mois. Mais on enferme la maison, le mur ne respire plus. Un mur qui ne respire plus, le mortier de chaux pourri, le mur se lézarde, s'affaisse, etc. Enfin, les murs anciens sont posés directement sur le sol. L'humidité par capillarité remonte dans les murs et doit pouvoir ressortir.
des murs. Sinon, un mur, ça peut pourrir. Même la pierre pourrit. Même le schiste. J'ai vu une maison en schiste, on passait le doigt à l'intérieur du schiste. Impressionnant. Ouais. Donc voilà, l'isolation par l'extérieur, c'est un vrai problème patrimonial. Il y a quand même des isolants qui aspirent. Si vous collez une dizaine de bois par exemple, sur un mur nord dans une longère dans la campagne, ça peut revêtir un intérêt justement parce que le mur du coup fait masse. Sur le mur nord, c'est aussi intéressant. Après, il faut faire attention à la respiration ou la perspiration du mur, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première chose à faire, bien souvent, c'est on a des frais déjà pour enlever le ciment existant, parce que c'est lui qui empêche la perspiration. C'est pas forcément l'isolant qu'on met dessus, sauf si on met un polystyrène ou un truc comme ça. Mais il existe aussi la paille, par exemple, ça perspire la paille. Il existe des enduits à la chaux avec des fibres qui permettent d'avoir un minimum d'isolation thermique par l'enduit extérieur, par exemple le chanvre. Ouais, je connais bien. Ça, c'est un autre débat qu'on aura dans le prochain rendez-vous, qui sera fait par l'association T.S. Braze et qui parlera justement de la manière de bien entretenir, de bien restaurer, quelle technique, quel type d'intervention faire sur un bâti ancien si on ne veut pas le perdre. Parce que je rappelle toujours que le mot patrimoine, il a deux sens. Il a un sens qui est ce qu'on hérite de nos pères, mais il a aussi patrimoine foncier, patrimoine financier. Une maison bien entretenue ou bien restaurée vaut beaucoup plus cher qu'une maison mal entretenue et mal restaurée, tout simplement. Donc effectivement, très souvent, on met de l'argent dans la restauration. Si on le fait bien, ça coûte parfois ou souvent plus cher, mais c'est un investissement sur le long terme. C'est pas une perte d'argent, quoi.